Et c'est parti pour le troisième épisode de nos entretiens avec Alexis, qui est le jour parfait pour discuter entre boss. Toujours un plaisir d'échanger avec toi. De même. Ça fait maintenant 2 épisodes qu'on discute de ton parcours. On a vu donc la genèse de ton projet au maximum. On a parlé de ton passage chez Urbanact, chez Royalware. Et tu nous as teasé un peu ce qui est passé après la fin de l'aventure Royalware. Ouais. C'est le moment où tu as re-rencontré quelque part Didier Piquion, Ouais. après la fin de son parcours sur Banact et toi la fin de ton parcours sur Royalware. Yes. Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là Quel est votre état d'esprit Bah déjà, on s'est jamais quitté. Ouais, ok. Déjà, on s'est jamais quitté depuis notre rencontre chez Urbanact. Ok. On est devenus potes, on est devenus amis. On bouge beaucoup, on sort beaucoup. Lui est de plus en plus dans l'événementiel. Il commence quelques soirées qui s'appelle la Rimshot Party, qui était une grosse soirée soul à Paris, avec des musiciens. Et moi, je suis à Royalware à fond. Il démissionne d'Urbanact, j'arrête Royalware, Royalware s'arrête. Et on se rend compte, et je me souviens, on est chez lui, à pas faire grand chose, parce on réfléchit en fait beaucoup, tu vois, mais en soi on crée rien, et on sort beaucoup. Ouais. Et on se rend compte que pour rencontrer les personnes qu'on a envie de rencontrer, pour échanger avec les personnes, on est obligé de faire 3 ou 4 soirées. Ouais. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller dans les soirées du Gibus pour avoir du son cool, big up à Big Jourville, pour ceux qui savent. On est obligé d'aller dans les soirées sur les champs pour avoir un côté un peu plus classieux, tu vois, un peu un truc, on se la raconte un peu, tu vois, voilà, un peu sympa, tu vois. Et on est obligé d'aller dans les soirées un peu plus soul, vers les hauteurs de Montmartre ou vers les quais de Valmy, tout ça, pour avoir des soirées où on peut écouter de la soul, où on peut parler avec des gens de musique, échanger autour de sons, tu vois, voilà. Et on se dit, mais en fait, ces communautés-là, elles se parlent pas. Ouais. Ces communautés, elles n'échangent pas. Et on pourrait les rassembler, parce qu'elles ont des choses en commun, elles ont des choses à faire, elles ont des choses à se dire. Et on commence à écrire une idée, on commence à écrire un concept qui s'appelle Hip Hop Love Soul. Didier le peaufine, l'écrit, choisit les DJ. Moi, je gère la partie graphique, je fais le logo, je fais le flyer. On commence un peu à vraiment donner vie à tout ça. Et on fait la première, alors j'ai plus l'année en tête, mais on va voir la scène Bastille, où Didier bossait déjà. Et il leur reste la date que personne ne veut, le 14 juillet. Ah, d'accord, ok. Pourquoi personne ne la veut? Parce qu'en fait, c'est une date où les gens ne payent pas. Ouais. Tu vois, t'es dehors avec tes potes, tu te balades. Ouais. Voilà, t'en as rien à faire d'aller en soirée payer un truc, tu vois. C'est dehors que ça se passe le 14 juillet. Et on se dit, vas-y, on la prend. On la prend, on fait ce qu'on a à faire et tout. Et là, on joue notre vie, en fait. On joue notre vie parce que c'est le premier projet qu'on lance après, en fait, nos carrières respectives. Parce que là, on se lance vraiment indépendants ensemble. Et je me souviens que le 14 juillet, en fait, et là, dans Hip Hop Love Soul, se concentre tout ce qu'on a appris, chacun de son côté, dans nos carrières. C'est-à-dire le street marketing d'Urbanact, le côté logo et impact de Royalware, le storytelling d'au maximum, lui, ce qu'il a fait avec Hip Hop, avec Rimshot Party, avec ce qu'il a fait, tout ça. Tout, en fait, se mêle et lui, il s'occupe réellement d'organiser une soirée. Et moi, je m'occupe de la communication. Et là, à deux, en toute modestie, on retourne Paris. Ah ouais. Ouais, première soirée complète, direct. Le fameux 14 juillet où personne ne vient normalement. Exactement, complète, direct. Le soir même, pendant que lui est du côté technique, avec les DJ, etc., moi, je sors de la scène Bastille, je vais encore distribuer des flyers parce que je sais que c'est important. Parce qu'on avait payé les flyers. Et les flyers ne serviraient à rien le lendemain. Donc, on voulait vraiment optimiser le tout. Et je vais, en fait, à Bastille, donc dans les rues, distribuer des flyers. C'est ce soir, mesdames, c'est ce soir, messieurs, venez, etc., etc. Et la soirée en soi, on avait tellement communiqué, on avait tellement monté des partenariats, on avait tellement fait des choses. Bah, en final, voilà, c'est le succès. Et ça devient une soirée mensuelle à la Seine Bastille. Et pendant 2 ans, on ne fait que ça. On vit de ça. On vit très mal de ça. Mais on survit avec cette soirée. On existe avec cette soirée. Et on rencontre tout Paris.
Ouais. parce que ça devient le lieu où il faut être. On commence à faire des préventes, chose qui était quand même très rare au niveau des soirées hip-hop, tu vois. Mais en fait, ça commence à devenir vraiment plein. Donc, on a besoin d'avoir ce seuil de prévente pour prévoir Bien sûr. comment la soirée se passe. Et on rajoute des DJ au fur et à mesure dans l'aventure pour dynamiser la soirée. On fait des thèmes Mhm. et Hip Hop Love Soul existe, quoi. Et en fait, le monde de la nuit, c'est un autre monde que celui que tu connaissais. Ouais. Alors, même si Didier, lui, l'avait un peu fait avec les rimshots, mais toi, tu découvres un Ouais. peu le backstage Clairement. de cet univers-là. Est-ce que tu as des choses qui t'ont surpris, des choses qui t'ont marqué, des difficultés ou des choses plutôt cool En fait, le rythme est assez surprenant au départ, Mhm. surtout quand tu viens de deux activités où tu peux prendre ton temps. Mhm. Quand tu vends des sweats, quand tu vends des t-shirts, quand tu fais un magazine, en réalité, tu n'as pas de notion vraiment de timing. Alors oui, tu as le fameux bouclage des magazines, mais en soi, tu l'anticipes. Et les saisons des vêtements sont assez larges pour pouvoir vivre. Là, quand tu fais ta soirée le 16 mars, ça sert à rien de communiquer dessus le 17. Hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un timing, il y a une pression, il y a un stress, il y a quelque chose qui te prend le soir de la veille de la soirée qui est tellement stressant que ça te pousse à donner le meilleur de toi-même, quoi. Parce que tu sais que demain, ça servira à rien de te lever tôt demain, puisque la soirée sera passée. Mhm. Donc tout ce que tu as à faire, tu dois le faire dans le moment donné. Et je pense que c'est ça qui m'a donné l'énergie par la suite de faire tout dans un temps très réduit, parce que j'ai cette notion de timing par rapport aux soirées. Et c'est pour ça que je suis très, très, très... je suis pas très indulgent, au contraire, en fait, plutôt, Mhm. envers les personnes qui me disent j'ai pas le temps, ou je le ferai demain, ou non. C'est Mhm. quelque chose que... Je préfère que tu le fasses mal, Mhm. mais me dire que tu peux pas, que t'as pas le temps, etc. Mhm. Franchement, vu ce que moi, dans ma vie, entre guillemets, en toute humilité, hein, j'ai Ouais, pu ouais, faire ouais. avec un temps donné pour tout ça, avec l'obligation de le faire à ce moment-là, j'ai du mal avec cette notion de j'ai pas le temps ou j'arrive pas. Ou D'accord. machin, machin. Donc ça, c'est dans l'instant. Ouais, c'est ce que m'a appris Pop Love Soul. C'est de faire ce qu'on a à faire avec le temps donné. Et le monde des salles de spectacle, Waouh, c'était waouh. un délire aussi. C'était dur. Ouais. C'était dur parce que tu sais, aujourd'hui, il y a plein de soirées. Ouais. Il y a plein de soirées hip-hop, il y a plein de concerts, il y a des chichas, Ouais. ce qui n'existait pas à l'époque. Ouais. Il y a plein de choses comme ça. Et nous, on devait expliquer aux gens. Ouais. Déjà, notre soirée s'appelait Hip-Hop Love Soul. Et donc, quand il y a hip-hop dans quelque part, on n'a pas voulu diluer la soirée dans un truc bling-bling, etc. On a fait une soirée qui s'appelle Hip-Hop Love Soul. Et les salles, on a été leur expliquer. On a été les premiers. Moi, je tiens vraiment à mettre ça sur la table, vraiment. On a été les premiers à aller à l'Élysée-Montmartre, à aller au Bataclan, à aller à la Machine du Moulin Rouge. Je suis très content qu'aujourd'hui, d'autres organisateurs plus jeunes puissent le faire aussi. Mais on a vraiment été les premiers à faire les rendez-vous avec les gens et leur expliquer, on va faire une soirée, on va faire venir des gens, on va faire venir des gens de banlieue, on va faire venir des gens de Paris, et tout va bien se passer. Il y avait des appréhensions. Il y avait des appréhensions. Il y avait des appréhensions, il y avait des obligations financières que les autres n'avaient pas. Il y avait des demandes de location fermes, définitives, alors que les autres pouvaient payer 3 mois plus tard après la soirée. Il y avait des difficultés comme ça. Il y avait des mesures de sécurité au niveau de la mairie qui étaient installées pour Hip Hop Love Soul, alors que c'était ultra pas nécessaire. On n'a jamais eu aucune embrouille à Hip Hop Love Soul durant les 10 ans, ou moi en tout cas j'ai bossé dessus, et même après, hein, tu vois, Didi n'a aucun problème avec ça. Mais on a fait face à des choses qui étaient plus de la peur de ce mouvement hip-hop qui arrivait à Paris, dans les grandes salles, plutôt qu'autre chose. Est-ce que tu t'es rendu compte du déficit d'image quelque part Oui, que pouvaient avoir clairement, nos musiques clairement. enfin, je dis nos Clairement. musiques, mais- Clairement, c'était... Et du racisme aussi, Ouais. disons les mots, Ouais, parce ouais, que tu vois, c'était des gens de plein de communautés différentes qui se regroupaient dans une même salle. Et en fait, ça, ils n'avaient jamais vu ça à ce niveau-là, et surtout avec ce niveau de professionnalisme. C'est ça, en fait, qui a vraiment tout changé. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne savaient pas où nous placer, parce qu'on arrivait à faire ce qu'on disait. Quand à 2h, la soirée était complète et qu'on fermait les portes, c'était complet. Franchement, si t'arrivais à 3h du matin, Hip Hop Love Soul, tu ne rentrais pas. Et nous, ça nous dérangeait pas parce qu'on avait déjà organisé notre soirée en billetterie, en ceci, cela. Quand on arrivait en disant, ouais, ce soir, on est complet, ils comprenaient pas parce ils disaient souvent qu'on était, comme on était des mecs du hip-hop, on était freestyle, on allait voir comment ça se passait. Ouais. Tout était quadrillé chez nous. Tout était organisé au millimètre près. Et ça,
limite, c'est pas que ça les dérangeait, mais c'était troublant pour eux. Est-ce que tu avais l'impression que même d'être obligé d'en faire plus quelque part pour Oui. montrer que. Oui, parce que. Ouais. Mais ça a toujours été le cas. Ouais. Depuis le fanzine, depuis Royalware, on a toujours été obligé d'en faire plus. Parce que on est. Mais ça, on l'a choisi. On est une culture. Le hip-hop est une culture contestataire à la base. Tu vois, je te veux dire, on est là pour revendiquer des choses. Ouais. Donc quand tu choisis une culture qui critique, qui dénonce, il faut pas s'attendre à être accueilli avec des fleurs. Tu vois, ça, c'est pas un bien souci. sûr. Mais dans Hip Hop Love Soul, on a été obligé d'en faire plus parce que on voulait déjà nous faire en sorte que tout se passe bien, parce qu'on savait qu'on n'avait pas de chance, que les salles, la préfecture, la police, tout le monde nous attendait au tournant. Ouais. Donc on était obligé de faire mieux pour justement continuer à exister. Mhm. Et parce que nous, on était aussi exigeants envers nous-mêmes. Et comment est-ce que tu gérais, toi, que effectivement, tu as eu une période où tu étais dans des entreprises, Mhm. tu bossais avec un cadre, Yes. et là, d'un seul coup, tu étais quelque part propriétaire de ton concept Ouais. avec Didier, vous Mhm. étiez vraiment devenu leader du truc. Ce passage-là à devenir leader sur un projet, ça a été simple pour toi? Sincèrement, je me suis pas posé la question parce que j'ai toujours été leader. Royalware, c'était à moi. Ouais. Urbanac, c'était à moi. Tu vois, quand j'étais dans des structures, Mhm. j'étais tellement impliqué et ça se sentait. Je pense que c'est pour ça que j'ai pu monter aussi vite dans ces différentes structures. Je me suis jamais dit, pas un seul jour réellement, Urbanact, c'est à Olivier Brandon, donc je vais en faire moins. Royalware, c'est à Sully Céphile, donc je vais en faire moins. De toute façon, c'est pas mes boîtes. Je me suis jamais dit ce genre de choses. Quand j'étais employé quelque part, j'ai pas été employé longtemps, hein, j'étais employé sur 2 tafs seulement, mais quand j'ai été employé sur quelque part, je me suis toujours donné à fond. J'étais avant l'heure ce qu'on appelle un intrapreneur. Tu vois, vraiment. Mais moi, la question qui me vient, c'est du coup, vous étiez 2 jeunes hommes noirs, patrons d'un projet de soirée. Ouais. Vous n'étiez pas beaucoup sur Paris à ce moment-là. Non, c'est venu après. C'est venu après, mais c'est venu après. Et on n'était pas beaucoup dans notre style de soirée, à ce niveau-là. Après, il y avait pas mal d'organisateurs dans les soirées un peu plus club, vraiment clubbing. Mais nous, oui, des événements comme ça, dans des salles de spectacle, on était les seuls. Et comment vous avez fait pour vous faire connaître, communiquer sur vous? Est-ce que déjà les réseaux sociaux ont une... C'était ça la force de Didier et moi. C'est-à-dire que, en fait, à l'époque, moi, je sais pas organiser une soirée. Ouais. Et jusqu'à présent. Didier est organisateur de soirée. Et moi, j'étais un communicant. C'est-à-dire que pendant que lui organisait la soirée, il écrivait, trouvait les DJ, trouvait les thèmes, trouvait les salles, etc. Moi, je communiquais dessus H24. C'est-à-dire que je m'étais fait un planning, pour résumer rapidement. Je voulais que les gens entendent parler d'Hip Hop Love Soul du matin au soir. D'accord. Donc j'avais visé le métro, parce qu'on était placé en métro. J'avais visé les écoles, les BDE, etc., parce que c'est là que tu passais ta journée. J'avais visé la radio, parce que tu écoutais la radio après. J'avais visé les autres soirées. On débarquait dans les autres soirées avec des t-shirts Hip Hop Love Soul, on distribuait des flyers, tu vois. Tout était quadrillé, parce que j'avais que ça à faire. Comme j'avais la chance d'avoir un associé ultra complémentaire et ultra compétent, je faisais que communiquer. Tu ne pouvais pas rater Hip Hop Love Soul. Il y avait des affiches partout, il y avait tout ça. C'était vraiment quelque chose d'omniprésent, parce que je n'avais pas l'autre partie à faire. Comme j'ai souvent dit, une fois que les portes s'ouvraient, moi j'avais fini mon taf. C'était à Didier de jouer, en fait. On est autour de 2008, 2009. Ouais, tout ça. Ouais. Parce que moi, j'arrivais à Paris à ce moment-là. Ok. Et je peux te dire que oui, j'entendais parler de Voilà, Hip Hop Love exactement. Soul. Tu vois, exactement. Des spots radio, des spots sur trace, des spots partout, en fait. Ouais. Et notamment sur les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est à ce moment-là un peu... MySpace, on a défoncé MySpace. MySpace et Facebook arrivait aussi. Ouais, à ce Facebook aussi moment-là. après, ouais, c'est ça. Du coup, le digital rentre dans enfin, le numérique, pardon, rentre dans ton mindset, dans ton façon de travailler. Yes. Comment ça se passe au début? Tu tâtonnes un peu sur le truc? Ce fut ma grande époque Twitter. Ouais. J'ai vraiment été à fond sur Twitter, parce que Twitter, ça a été le premier à proposer des outils de programmation. Et en fait, les gens se disaient, mais comment tu arrives à tweeter toute la journée? Et en fait, je programmais des tweets. Bonjour. Mais ça, c'était quelque chose aujourd'hui, on dirait, c'est quelque chose de normal. Mais à l'époque, il fallait acheter des outils pour programmer tout ça. Ou de suite, tweet Exactement. Et tout ça, je le mettais toute une journée. Bonjour et tout machin. Alors, vous mangez quoi? Écoutez ça, écoutez ci. Et les gens, en fait, passaient leur journée à lire mes tweets. Et c'était incroyable. Et Facebook, j'ai vachement anticipé le mouvement de l'influence. Par exemple, on a été parmi les premiers à offrir des avatars aux gens. Tu vois, les avatars Facebook, là, que tu mettais au préalable avant de mettre juste ta photo. J'y serais.
Ouais. Tu vois, les fameuses J-threads de soirée. Et ben au final, ça, on a vraiment développé ce truc-là. Et en fait, quand tu arrivais sur Facebook, tu avais un panel de gens à qui j'avais envoyé. Je prenais la photo des gens, je faisais un peu de graphisme, je mettais leurs photos sur le flyer Hip Hop Love Soul, et boum, tu avais ton avatar à voir. Et pourquoi moi, j'ai pas le mien, et pourquoi elle est là, et pourquoi lui est là. Et non, non, le digital, ça a été magnifique parce qu'on pouvait enfin créer des concepts, quoi. Mais du coup, même le métier de community manager Ouais. se crée à ce moment-là. Exactement. Tu as été en fait community manager. En Ah fait. oui, clairement. Ouais. Clairement. Et reprendre des informations qu'on avait. Je m'en souviens, il y avait des magazines d'agenda qui parlaient de nous. Mhm. À Génération, on avait une petite émission Hip Hop Love Soul avec des DJ. On l'enregistrait, on la remettait sur Internet. Non, franchement, c'était vraiment une belle époque d'euphorie parce que il n'y avait pas de limite. Ouais. Il n'y avait pas d'algorithme aussi poussé qu'aujourd'hui. Oui, ouais, Quand tu clairement. mettais quelque chose sur Tout le Facebook, monde le voyait. tes amis le voyaient, point. Tu en avais 5000. Moi, j'avais des comptes, tu te souviens, à l'époque du compte complet. Oui, oui. Tu vois, tout le monde avait des comptes complets, etc. Non, c'était incroyable. C'était une vraie force. C'est dingue. Et avec le recul sur cette période, maintenant que tu as fait d'autres choses et tout, qu'est-ce que cette période t'a apporté? Qu'est-ce qui La folie. t'a appris? Ouais, la folie. Ah, excuse-moi, je te coupe. Non, non, mais oui. La réponse vient tout de suite, la folie. En fait, on est resté focus sur Hip Hop Love Soul, mais Make It Clap, la Oui. société qu'on avait montée, qu'on a montée avec Didier et qui a continué et qui continue encore aujourd'hui, big up à toute l'équipe. Ouais. Make It Clap a été productrice de concerts. On a fait des événements afro-caribéens, des concerts, des soirées. On a fait le fameux Summer Break aux Antilles, qui a été une soirée qui a changé, je pense, le game des soirées en Guadeloupe, sur 48 heures, pour résumer, avec des artistes américains, des DJ de toutes les îles qui venaient. On a fait des concerts de Rick Ross, d'Anthony Hamilton, on a fait des concerts de Soul. Akio aussi, non? Akio aussi, on a fait plein de concerts. On a fait Admiral au Zénith, on a fait Akio, on a été les premiers à mettre Kalash sur scène à Paris au Zénith. On a fait plein de choses extraordinaires et c'est la folie parce qu'aujourd'hui, tu me dis de faire ça aujourd'hui. Mais je te dis, mais tu es fou. Et en fait, on était jeunes, donc on calculait pas les risques. Mais on faisait des choses qui étaient totalement, qui n'avaient aucun sens financier. Et effectivement, tu en parlais là, Make It Clap. Donc Make It Clap, ça devient l'agence qui va structurer ce que vous faites avec Didier. Exactement. En quelques mots, Make It Clap, ça se monte comment? Ça se structure Make It Clap, c'est comment? Didier qui monte la société. Moi, je le rejoins et qui nous permet donc de produire Hip Hop Love Soul. Et après, on a un troisième associé qui s'appelle Cyril Koudou qui nous rejoint pour la partie justement afro-caribéenne. Et à 3, on fait les concerts, les soirées. Chacun des deux organise donc le concert et la soirée. Cyril du côté afro-caribéen, Didier du côté hip-hop. Et moi, je m'occupe de la communication. Et de là, on fait, comme je t'ai dit, les concerts de Easy Kenenga, de Kalash, de Admiral, de Akio, de La Perfecta, de plein d'artistes. Et du côté hip-hop, comme j'ai dit, de Rick Ross, de Anthony Hamilton, de plein d'autres, de Jérémaï, à l'époque, tu vois, c'est incroyable. Hein, tu vois. Et des soirées, on a fait une énorme soirée qui restera dans les années aussi, qui s'appelle Chic and Trendy. Qui avait lieu à Paris. Et en fait, on a tellement communiqué qu'on s'est retrouvé avec l'after du mariage de Tony Parker. Ah ouais. Dans la soirée, ils ont débarqué en bus. Il y avait Cut Killer, il y avait Thierry Henry. Ah non, c'était une soirée incroyable. Il y avait tout Paris. On a fait vraiment des choses folles, mais parce qu'on était jeunes. Et pour le coup, c'est marrant parce que je te regarde en même temps que tu me parles de ça, t'as les deux dans les yeux, encore plus que sur les autres histoires que tu m'as racontées. Ça te manque un peu ce monde-là? Ça me manque pas. Mais j'ai apprécié de le faire à l'âge. En fait, c'est pour ça que j'ai apprécié, c'est pour ça que j'en prends plaisir à en parler, parce que, en gros, on va résumer ça comme de 20 à 30 ans, et c'est l'âge idéal. On a voyagé, on a été en Allemagne, on a été en Guadeloupe, on a été faire des Hip Hop Love Soul en Guadeloupe, dans des lieux aussi mythiques que le BIC, pour ceux qui connaissent. On a commencé là et puis après on a été dans les grandes salles, mais le BIC c'était incroyable pour Hip Hop Love Soul. Et non, j'en parle avec des étoiles dans les yeux parce que de 20 à 30 ans, vivre ça, passer du côté consommateur et passer du côté producteur et organiser un événement, il y a eu des bébés Hip Hop Love Soul. Il y a eu des couples qui se sont rencontrés Hip Hop Love Soul. Tu vois, il y a eu des gens, il y a eu des bandes d'amis que je vois encore aujourd'hui voyager ensemble, vivre ensemble, qui se sont connectés Hip Hop Love Soul. C'est quelque chose qui a vraiment, dans la vie des gens, marqué les gens. Parce que c'était une soirée, en fait, comme je disais au départ, qui réunissait les communautés et qui surtout était saine. Tu vois, il n'y a jamais eu de problème.
Il n'y a jamais eu d'embrouille, il n'y a jamais eu de soucis. C'était un bel événement, en fait. Et ce que je retiens de tout ça, c'est que ce parcours t'a amené donc à créer des soirées, mais du coup à développer tes skills en communication, à toucher un peu à tout dans ce domaine-là. Donc ce que je retiens, c'est que ça t'a permis de développer tes skills en communication, à toucher à tout, à t'intéresser à ce milieu de la com et peut-être, pourquoi pas même à aller plus loin dans ce domaine-là. Ouais. Et par la suite, à créer, pourquoi pas une agence. C'est ça, exactement. Je pense qu'on va en parler de ça, On va en mais parler. ça sera à mon avis dans un prochain épisode. Les Ok. amis. Merci à toi pour toutes ces pépites encore une fois. Merci Je pense beaucoup. que là, les gens, s'ils ne deviennent pas des boss après avoir Ah écouté ouais, clairement. ces émissions, il y a pas moyen. Là. Clairement. Merci à toi Merci à toi. et à très vite pour la suite.